Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la danseuse et chorégraphe Ana Chirescu, française d'origine roumaine par son père. Nous allons dialoguer avec elle depuis Paris, où elle a cofondé avec l'artiste plasticien Grégoire Chaleur une compagnie dont l'identité artistique, je vous cite, Ana Chirescu, est à la frontière de la danse, de la performance, des arts visuels ou encore de la recherche scientifique. Diplômée du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Ana Chirescu a complété sa formation à l'Université de Californie à Irvine, où elle a notamment suivi les workshops de la danseuse, chorégraphe et réalisatrice américaine Yvonne Rainer. Et elle est également titulaire d'un master en lettres modernes à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et en affaires publiques à Sciences Po Paris. Ana Chirescu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous à distance au micro du soir. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous nous présentiez votre projet de résidence d'artiste à l'Institut français de Bucarest intitulé KATA. K-A-T-A. Bah oui, bien sûr. Déjà, merci de me recevoir dans cette émission. Donc KATA, c'est un projet de création chorégraphique, parce que donc je suis danseuse et chorégraphe, qui porte autour des liens en fait que j'ai avec ce pays, parce que comme vous l'avez mentionné, effectivement, mon père est roumain. Et voilà, l'Institut français de Bucarest m'a reçu en fait cet été au mois de juillet pour en fait faire une résidence d'immersion, je dirais, et de recherche pour ce projet. Donc les katas, en fait, le titre, alors pour l'instant c'est un titre provisoire, mais je pense qu'il va certainement rester, c'est complémentaire que l'on pratique en karaté. Et en fait, le karaté, c'est donc cet art martial que mon père en fait pratiquait en Roumanie, et c'est grâce en fait à cette pratique qu'il a pu partir, parce qu'il souhaitait quitter la Roumanie. Et donc en 1980, il a réussi à obtenir un passeport pour une compétition qui lui a permis de partir à l'ouest. Et il faisait partie de l'équipe nationale. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Alors, pas vraiment. En fait, les arts martiaux, l'histoire des arts martiaux en Roumanie est assez intéressante, mais c'était quand même une pratique qui était plus confidentielle à cette époque. Alors je parle pas du judo qui a fait partie des Jeux Olympiques, et donc on sait bien évidemment le poids politique des Jeux Olympiques pour la Roumanie, enfin pour les pays communistes de manière générale. Mais c'est vrai que le karaté, c'était une pratique qui était plus confidentielle, qui a été dont il a fait partie grâce en fait à son professeur Nicolas Bialocourt, qui habite maintenant en Suisse, et qui a développé ça avec un groupe d'hommes et de femmes également. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, je dirais dans les années, je crois que c'est donc un peu après son départ, en fait, la censure est passée par là, et c'est vrai que toutes les pratiques d'arts martiaux en fait ont finalement été censurées. Donc c'était quand même pas non plus une équipe, voilà, il n'était pas dans une équipe nationale, mais par contre il faisait partie de ce training qui était quand même un peu qui a été fondé par on va dire par le pionnier en fait du Budo, enfin ce qu'on appelle le Budo, donc c'est les voies comme ça les pratiques d'art martial de manière générale par le pionnier, je dirais en Roumanie en tout cas, qui a fait partie des pionniers, qui a fait émerger en fait cette pratique-là en Roumanie, grâce en fait à des ouvrages, parce qu'à l'époque évidemment il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de transmission, et quelques professeurs quand même qui venaient de l'Ouest pour transmettre leur savoir à ces groupes. Mais c'était quand même un bon niveau, parce qu'il était ceinture noire, qui avait quand même un niveau, on va dire, pas professionnel, ça reste une pratique amateur, mais enfin quand même un très bon niveau. Et alors, votre projet de résidence, parlez-nous un petit peu de ce projet. Eh bien, en fait, c'est vrai que le point de départ, c'est vraiment ça. Je pense que
comment dire, j'ai été intriguée. J'ai accès à des sources vidéo et des photographies en fait de ces moments de pratique qui moi me fascinent parce que forcément en tant que danseuse, en tant que chorégraphe, la pratique du karaté c'est quand même quelque chose qui est très chorégraphique, surtout les katas parce que comme c'est des moments où on est seul dans l'espace, eh bien il y a tout l'aspect on va dire de la beauté du geste qui n'est pas, enfin, évidemment c'est un sport de combat. Mais là, en fait, c'est presque plus l'essence chorégraphique qui ressort, plus que la visée de combattre. Donc, pour moi, c'est sûr qu'il y avait ce point de départ qui était très fascinant, mais disons que c'était aussi une entrée et un prétexte aussi, je dirais, pour aller puiser aussi dans ces origines que finalement je connais peu, en fait. C'est ça qui est assez contradictoire aussi, c'est que moi, je porte un nom roumain, j'ai un père qui est roumain, mais je connais peu la Roumanie. Je connaissais pas Bucarest parce que j'étais venue qu'une seule fois en 93. Et donc c'est vrai que cette recherche que j'ai menée pendant un mois à Bucarest et puis un petit peu dans le reste de Au la printemps, Roumanie, ça printemps m'a aussi dernier, c'est permis. ça? Vous êtes Alors venu c'était en mois de juillet, donc au c'est mois de tout juillet. récent. Ah oui, C'était ah au oui. mois Mhm. et ça m'a permis de me familiariser avec, en tout cas de me ressaisir et de m'approprier ses origines et cette histoire, et puis ce que c'est aussi de la Roumanie d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que voilà, forcément, moi je suis plus sensible à ce que c'était que son histoire à lui et le passé communiste, mais en même temps la Roumanie d'aujourd'hui n'est pas ça, donc voilà, donc c'était vraiment l'objectif, c'était aussi de faire beaucoup d'entretiens. Donc je fais beaucoup d'entretiens avec des chercheurs, des amis, des pratiquants aussi d'arts martiaux, et puis des personnes que j'ai rencontrées le long de mon chemin, aussi des jeunes Français qui habitent à Bucarest. Et puis de récolter aussi des sources sonores avec un micro que j'ai. Donc ça me servira aussi comme matière sonore pour la création, ainsi que des matières visuelles que je récolte. Donc c'était un peu de la récolte de matériel pour ensuite la faire rejaillir dans la pièce. Parce que la pièce c'est sûr que ça sera une pièce chorégraphique, mais c'est vrai que moi je travaille dans une visée très transdisciplinaire. Et j'aime bien faire intervenir le texte en fait. Donc d'entremêler le texte au corps, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et là, dans cette pièce, je pense que c'est un peu inévitable parce qu'il il y a un peu la présence nécessaire d'un récit. Donc voilà, c'est vrai que sans ce séjour-là en Roumanie, faire advenir cette pièce serait plus compliqué, ça c'est sûr. Que vous comptez présenter aussi également à un moment donné à Bucarest ou ailleurs en Roumanie? C'est vrai que j'aimerais beaucoup, ça serait un vrai, véritable aboutissement, je dirais. J'ai contact avec le Centre national de la danse à Bucarest, le CNDB. Donc il est peut-être question effectivement que la pièce soit présentée là-bas. Là, en fait, j'entame vraiment le tout début. Donc la résidence s'est déroulée à un moment qui est vraiment les prémices du projet. Et là, dès la semaine prochaine, j'entame les moments en studio. Donc en fait, voilà, de commencer à écrire vraiment le mouvement et la pièce. Et donc tout au long de l'année, j'ai différentes résidences en France. Et la pièce sera créée normalement, alors soit à l'automne 24, soit au printemps 25. Et j'aimerais beaucoup pouvoir la présenter à Bucarest, ça serait, ou simplement même un extrait, ça serait vraiment formidable. En tout cas, dans un premier temps, ce sera pour la France. Ce seront des spectacles en France. Ça sera pour la France, c'est là où je construis mon réseau, c'est là où j'ai construit, où j'ai domicilié ma compagnie. Et c'est vrai que moi j'habite à Paris. Après, c'est vrai que les résidences, elles se déroulent un peu partout en France, entre Grenoble, Marseille pour les cités. Nice, parce que voilà, moi je suis artiste associée au théâtre de l'Étoile du Nord à Paris et je travaille avec différentes structures, notamment la Ménagerie de Verre où je présente aussi bientôt des spectacles. Donc voilà, c'est mon. Mais je suis quand même très sensible au fait que mon travail puisse traverser les frontières. Là, la dernière pièce que j'ai faite, on l'a présentée au Portugal et c'est vrai que c'est la dimension en tout cas transborders, transfrontalière. En fait, elle me touche beaucoup forcément parce que je suis constituée aussi d'origines qui sont pas proprement que franco-françaises. Donc, oui, je me rappelle tout à fait. Je me rappelle quand on s'était rencontrés en juillet. Je me rappelle comment ce projet vous tient à cœur. Et précisément, est-ce que
vous craignez ou vous attendez, étant donné que ce projet a des éléments forts de votre histoire personnelle, comme vous le dites, est-ce que ça peut éventuellement donner, selon vous, une nouvelle orientation à votre vie d'artiste et pourquoi pas à votre vie tout court? Bah, ouais, c'est une bonne question. Je sais pas si je sais pas si je le crains ou si je l'attends, et je pense que c'est peut-être un peu les deux. Mhm, Mais j'ai l'impression que il y avait. Alors, c'est vrai que j'ai une démarche, ma démarche de chorégraphe, elle est quand même récente parce que, enfin, ma démarche d'auteur, on va dire, j'ai du mal encore à discerner aussi forcément. J'ai des points d'attraction comme ça assez forts, mais c'est vrai que je suis ce qu'on appelle jeune chorégraphe, jeune mhm, par la durée de ma pratique. Mais c'est la question, en fait, en tout cas, de la mémoire et de l'identité, c'est des choses qui se sont révélées quand même assez fortes dès le début. Et j'ai l'impression finalement que de faire ce travail-là qui est aujourd'hui plus intime, encore plus personnel, et de lier en fait mon histoire peut-être à une histoire plus grande, euh, c'est assez nécessaire pour moi aujourd'hui de le faire pour pouvoir aussi enfin questionner ça et puis le rendre aussi le rendre universel en fait, le rendre le dévoiler, enfin c'est une part de dévoilement aussi au grand jour, qui me permettra aussi de peut-être plus clarifier aussi la recherche dans laquelle je m'inscris. C'est vrai que c'est important, enfin la question des origines et du déplacement, elle est importante. J'ai l'impression de l'avoir déjà questionnée dans d'autres pièces. À une pièce que j'avais créée, enfin, la toute première pièce s'appelle Dirty Dance, la figure de Nadia Comaneci qui était déjà là en fait. mhm. Donc c'était aussi une référence à Armani et voilà à la façon aussi dont les corps euh, pouvaient devenir politiques en fait, le corps de cette gymnaste, de la même manière que peut-être le corps d'un karatéka peut devenir politique quand il pratique cela dans un pays où il est enfermé en fait. Donc c'est sûr que ça, je pense que ça va transformer, ce voyage m'a transformé d'une manière ou d'une autre, ça j'en suis convaincue. Et puis aussi, ce que j'aimerais, j'ai l'impression que me rapprocher en tout cas de ces origines et vraiment de me les approprier, ça me permettrait aussi peut-être de déplacer ma pratique artistique, pas simplement en France, mais comme je l'expliquais aussi dans d'autres pays, et de pouvoir vraiment créer des dialogues entre ces deux cultures, ça m'importerait beaucoup. Mhm. Donc je sens que voilà, Mhm. c'est à l'œuvre en tout cas. Très bien. Alors, vous êtes resté quelques semaines cet été à Bucarest. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous déplacer un petit peu ailleurs ou vous êtes resté sur Bucarest. Non, je me suis déplacée ensuite. Je fais tout un tour en fait dans le reste du pays, mais enfin notamment dans le nord, dans le Maramuresh, en Bucovine Ah, d'accord. et Mhm. en Moldavie. Enfin donc j'ai quand même vu du pays, ouais. Mhm. Et alors, quel sentiment il vous a donné ce pays, cette ville, d'abord Bucarest, et puis le pays dans son ensemble? Bah c'est assez étonnant. Enfin, je savais que ça allait, comment dire, percuter un souvenir d'enfance que j'avais gardé, qui était un souvenir très monochrome, parce que j'étais allée, comme je disais, en 93 une seule Combien fois, et de temps vous étiez resté j'avais en gardé. 93? Oh, j'étais restée 2 semaines, mais j'ai vraiment gardé, et puis j'étais Mhm. vraiment une petite fille, donc, mais l'impression, c'est des impressions de gris, en fait, que ça m'avait laissé, et je pense que c'était une impression qui était véritable, parce que c'est vrai que le pays sortait à peine de la période communiste, et donc j'étais persuadée que ça allait aujourd'hui voilà, me donner comment dire, une image beaucoup plus colorée de le souvenir qui me restait. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé. Et moi, j'ai adoré le séjour que j'ai fait à Bucarest. Notamment, je parle de Bucarest parce que, bon, c'est vrai que j'y suis restée plus longtemps, mais c'est une ville qui est vraiment fascinante. Et je savais pas, j'avais pas d'idée préconçue en fait sur ce que ça allait me faire. Mais c'est étonnant. Moi, je pense qu'après, je suis pas la seule à le raconter comme ça, mais c'est vrai on est face à une ville qui offre un mélange en fait de contrastes en fait et de temporalité qui s'opposent en tout point, c'est-à-dire des signes visibles en fait d'un passé qui est aussi
qui est en grande partie aussi traumatique, mais voilà, qui existe, et en même temps un dynamisme évident qui est lié aussi, voilà, à la mondialisation galopante, au capitalisme qui a pris le dessus d'une certaine manière, et en même temps ces ruines, voilà, d'un 20e siècle en fait, avec tout son faste, etc. Donc ça laisse comme ça une impression, on a l'impression, voilà, de fort contraste, de non-homogénéité qui est vraiment très intéressante, et aussi une impression d'un pays qui est en fait en train qui est vraiment véritablement en train de se développer, enfin où les choses en fait bougent. Et on sent que qu'il y a un mouvement en fait qui est à l'œuvre. Alors après, c'est vrai que moi, comme j'y suis allée, j'ai une perception, voilà, j'ai pas une perception de long terme, donc peut-être que c'est pas tout à fait vrai, et que c'est un fantasme. Si, Mais c'est vrai. Je suis assez d'accord avec vous. D'ailleurs, d'autres artistes que j'ai pu interviewer me disaient un petit peu la même chose, et ils allaient au-delà. Ils disaient que Bucarest était pour eux, notamment Bucarest, une source d'inspiration. C'était une ville qui permettait d'être encore plus créatif. C'est ce que certains artistes me disaient. oui, mais je comprends, parce que c'est vrai que euh, alors après, c'est difficile, je peux pas me plaindre Oui. d'être en France parce qu'évidemment, enfin, c'est un des pays qui offre tellement de possibilités enfin, aux artistes. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que, bah, évidemment, en tout cas même à Paris, on est dans une ville qui est muséifiée, donc rien ne bouge en fait, tout va rester là. Et c'est vrai que d'être dans une ville où on sent que tout est voilà, en train d'être construit ou déplacé ou reconstruit, ou d'apercevoir des choses comme ça qui émergent sur le chemin sans qu'on s'y était véritablement, sans qu'on s'y attende. Non, non, c'est très très inspirant, et j'ai l'impression aussi que peut-être c'est ce que je perçois, mais que les prises de risques, en tout cas artistiques, sont peut-être aussi plus grandes. Et puis peut-être que les sujets aussi qui sont questionnés sont en tout cas vécus d'une manière plus intense. Enfin, c'est l'impression que ça m'a laissé, voilà, un pays d'une grande intensité en fait dans ses contrastes, et les gens que j'ai rencontrés vraiment à la fois par leur érudition et par leur curiosité. Voilà, j'ai été extrêmement bien accueillie et bien entourée, et voilà, j'ai l'impression que j'ai eu la chance en fait. C'est un secret bien gardé en fait, la Roumanie en Europe, mais peut-être trop bien gardé et méconnu en fait. Mhm. Alors, Anna Chirescu, comme vous le disiez, vous aimez mêler les disciplines et les supports à la recherche, je me permettrai de dire, de vérité. Comme je le mentionnais en introduction, votre cursus universitaire participe de cette soif de comprendre et de transmettre, hein, parce que vous enseignez également. Et dans les documents que vous m'avez envoyés, vous écrivez que, je vous cite une nouvelle fois, votre travail de création articule une recherche chorégraphique, souvent mêlée à d'autres disciplines, plastiques, musicales ou documentaires, hein, c'est ce que vous disiez. Les créations mettent en jeu un regard critique sur la virtuosité, le spectaculaire et le corps contraint. Les créations questionnent ce qui est à voir, donné à voir et comment. Les créations questionnent ce qui est donné à voir et comment, en déconstruisant les images pour mieux révéler leur revers. Vous vous intéressez également aux gestes et à leur transmission, porteuse de mémoire personnelle et historique. Alors, par rapport à ça, je vais vous poser une question un petit peu décalée. Comment le monde d'aujourd'hui permet, mais aussi empêche votre quête? Ah oui, c'est une question, non, c'est une question qui est intéressante. Moi, c'est vrai que en tout cas, dans ce que je décris de la recherche que je fais ou que j'essaie de faire, je hiérarchise pas, en tout cas, les sources d'inspiration et les registres, en fait, que je viens convoquer. C'est quelque chose que j'aime bien faire, voilà, de niveler, en fait, les références savantes ou des références plus populaires. Donc ça, c'est une manière aussi, voilà, de reconstituer un monde et des enquêtes.
Après, c'est vrai que je suis quand même très curieuse de savoir ce qui effectivement se cache souvent derrière les images et derrière les images d'Épinal, et notamment, c'est vrai que de déconstruire la figure, comme j'en parlais de Nadia Comaneci ou de d'autres figures bucoliques, comme j'ai pu le faire, par exemple, sur le travail que j'ai fait autour des vaches, des forts points d'attraction comme ça. Mhm. C'est un peu, effectivement, c'est un peu des enquêtes. Alors après, est-ce que le monde d'aujourd'hui permet ça? C'est vrai que comme je le disais, j'ai la chance de travailler en France. C'est un pays qui soutient énormément la culture, qui soutient les artistes. D'être contrainte dans mon travail, je peux m'exprimer librement sur scène. Et ça, c'est vrai que dès qu'on se déplace dans d'autres parties du monde, on s'aperçoit que c'est évidemment pas acquis. Et je dirais pas que c'est acquis en France, hein, parce que c'est des choses qui sont quand même toujours soumises à des contraintes, que ce soit des contraintes financières ou des contraintes après morales, ça Mhm. peut arriver, mais c'est vrai qu'on a quand même la chance en tant qu'artiste voilà, de pouvoir travailler et d'être soutenu pour ça, même si l'équilibre est fragile. Donc je dirais qu'après c'est peut-être plus, comment dire, c'est aussi à nous en tant qu'artistes aussi de se saisir de questions qui peuvent peut-être aussi parfois être difficiles à entendre ou difficiles à comprendre. C'est vrai que sur les entretiens que j'ai menés en Roumanie, j'entends bien aussi que c'est des questions qui tournent autour de la mémoire sont peut-être pas forcément évidentes à convoquer. Tout à Et fait. donc, Mhm. dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai, 30 ans ou je sais pas, 40 ans après, je dis pas que c'est évident, parce que même par exemple dans le dialogue que j'ai avec mon père, c'est pas du tout évident. Mhm. Donc il faut évidemment creuser, il faut déplacer, puis il faut être prêt aussi à se confronter à des images qu'on n'a pas forcément, ou des vérités qu'on n'a pas forcément envie de connaître. Après, j'adore le travail documentaire que je mène. J'aurais pu aussi me contenter de ça, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, ce que j'essaye de faire, c'est de créer une sorte de vérité artistique autour de tout ça, ou en tout cas un imaginaire qui est le mien, et qui vient, j'allais dire, presque reconstituer une sorte de fiction, enfin que ça soit pour cette pièce-là ou pour d'autres. Donc c'est aussi de saisir le réel avec ce que je peux moi en percevoir en tant que artiste. Je suis pas forcément chercheuse, hein, Mhm. mais j'arrive quand même effectivement à discerner une forme de vérité, et puis de la transposer sous un regard en fait qui est le mien, et qui est un regard, je dirais, un peu twisté en fait. C'est ça aussi voilà, qui est le propre des artistes, quoi, de regarder Mhm. le monde avec un regard un peu de côté, quoi, pour Mhm. proposer cette vision-là. Et, C'est pas évident, mais, mhm. Et puis mais je c'est suppose facile à que faire. en France, tout comme en Roumanie, il y a une vraie attirance, il y a un vrai, une tradition pour les représentations théâtrales en particulier. J'en discutais dernièrement avec une comédienne qui me disait qu'il y avait toujours plus de théâtre indépendant et de comédiens en Roumanie. Donc ça, c'est un contexte favorisant, que ce soit en France ou en Roumanie. Là, j'essaie de vous motiver à revenir nous rendre visite en Roumanie. J'ai noté également dans ce que vous m'avez envoyé pour préparer cette émission votre souci de parler de notre rapport à notre environnement, qu'il soit animal à travers le spectacle Vaca, la vache en espagnol, ou alors en portugais, peut-être qu'on dit, ça se dit exactement pareil aussi en portugais, peut-être la vache. Comment on dit la vache en portugais? Non, c'est effectivement Ah, c'est ça, en avec ouais. deux C. Ah, d'accord. Et Vaca, non, Vaca, c'était vraiment Espagnol. un hommage à la vache roumaine, Ah, la enfin vache plus roumaine. Ah, pardon, particulièrement. excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai pensé à l'espagnol, excusez-moi. Euh, Non, mais c'est la racine latine aussi Oui, la de. racine latine, voilà. Vous l'avez présenté l'année dernière en France et au Portugal, hein, si je lis bien. Donc vous vous intéressez à ce rapport-là et plus généralement aussi à travers des conférences sur le thème de l'éco-anxiété, hein, par exemple, c'est ce que j'ai vu. Alors par rapport à tout ce que vous nous avez dit, est-ce que vous pourriez déjà définir le chemin que vous souhaitez tracer en tant qu'artiste? Est-ce que vous savez déjà comment vous avez envie de façonner votre œuvre? Et oui.
Oui, je pense que j'arriverai à le savoir en fin de parcours, ça, Mhm. de prendre du recul et d'arriver à comprendre ce que j'essaie de. Non, non, c'est sûr que ça reste toujours une énigme. En fait, souvent, à la fin d'une création, on comprend un peu là où on. Enfin, je pense de pas être la seule à partager ça, mais on se dit en fait, ah oui, c'était ça en fait Mhm. que je cherchais. C'est-à-dire, on a des intuitions, puis après, on ne sait pas forcément toujours. Mais en tout cas, c'est vrai que bah, comme beaucoup d'artistes, mais je pense comme beaucoup de gens aujourd'hui, j'espère, en tout cas un nombre grandissant de personnes, je suis sensible à la crise écologique et c'est vrai que je pense pouvoir dire que je suis, enfin c'est pas que je pense pouvoir dire, c'est que je suis éco-anxieuse, c'est-à-dire ça me Mhm. touche vraiment profondément, ça me touche physiquement, voilà. Et c'est vrai que l'origine de ce projet, donc effectivement, qui porte un titre roumain, parce que j'en parle dans la pièce aussi, c'est que Vaca, c'est un des premiers mots que j'ai appris en roumain. Parce que quand on apprend le roumain, enfin quand on apprend n'importe quelle langue, on apprend le son des animaux quand on est enfant. Et donc on a un fort lien entre l'enfant et l'animal au tout début de notre vie. Et puis ensuite, ça disparaît complètement. Et puis, à moins d'habiter dans une région rurale, on n'est pas au contact d'animaux d'élevage ou alors on les mange. Et c'est vrai que là, en tout cas, le point de départ de cette pièce, c'était surtout de faire un clin d'œil à un chorégraphe qui a beaucoup, beaucoup nourri mon parcours parce que j'ai dansé son répertoire qui est Merce Cunningham, qui est dans cette grande figure américaine. J'ai eu la chance euh, quand j'étais au CNBC d'Angers, donc dans la compagnie pendant 7 ans. Et lui, c'était un grand observateur de la nature. Euh, Mhm. et il a fait beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle nature studies. Et l'une d'entre elles, qui est la plus célèbre, enfin une des plus célèbres, s'appelle Beach Birds, qui est donc les oiseaux de plage. Moi, j'avais envie de lui faire un clin d'œil en questionnant en fait véritablement le rapport au vivant et par l'animal, mais en prenant l'opposé de l'oiseau, c'est-à-dire pour moi la vache, mais aussi pour tout ce qu'elle représentait de symboles, Mhm. d'asservissement aussi, et puis voilà. Mhm. Et donc on a fait cette pièce en duo avec donc une danseuse portugaise. Et c'est vrai que je sais pas si en tout cas cette question que j'ai posée autour bah voilà, de notre rapport au vivant, notre rapport à la viande, et aussi la correspondance que moi je faisais et l'empathie, on va dire, que j'avais en tant que femme pour ces vaches, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça. À un moment donné, on s'exprime en tant que, on parle du point de vue de la vache en tant que vache femelle, Mhm. et les correspondances qu'on peut trouver entre le corps de la femme et le corps de la vache qui sont tous les deux objectifiés. Mais je ne sais pas si ça tracera en tout cas un fil rouge, mais ce qui est sûr, c'est que de la même manière que j'observais des champs, voilà, on va dire de manière, ce paysage tellement bucolique et parfait, en essayant de discerner ce qui se cachait un peu derrière cette vérité-là, c'est-à-dire c'est une vérité que n'a pas toujours envie de voir en fait, hein. L'industrialisation de la viande, Mhm. c'est quand même un paysage tout à fait abominable en fait à plein d'égards et ce qu'on en a fait aujourd'hui. Et donc c'était aussi, je pense que c'est la même démarche qui se trouve derrière la fascination que je peux avoir par exemple pour une gymnaste dont le corps a été politisé. En fait, le corps de l'animal, il est aussi politique d'une certaine manière puisque ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est aussi le révélateur de ce qu'on est dans la société. Donc voilà, je pense que c'est un peu ce positionnement-là que j'adopte. Après, de là à dire que je vais enfin, je pense que c'est sûr que peut-être ça, en tout cas, c'est une thématique écoféministe, en tout cas environnementale, elle me nourrit beaucoup parce que je suis aussi tout à fait très, très inspirée par la nature. Mhm. Mais bon, ça, c'est peut-être un peu tout ce que tout le monde, peut-être beaucoup d'artistes pourraient le dire, mais, euh, mais je pense que ça tracera comme ça certainement quelque chose qui va m'accompagner. Mhm. Après voilà, en tout cas je dirais plutôt que c'est une approche un peu subjective en fait de ce. C'est vrai que là, je fais appel aussi à la mémoire d'une certaine manière de ce qu'on, de cet animal en fait, peut-être de son point de vue là, de son point de vue à lui, de ses 10 000 ans d'existence, parce qu'en fait, enfin, il ou elle a grandi en fait, enfin, a émergé avec l'histoire de l'humanité. Et donc c'est aussi sous ce prisme-là de la mémoire et de comment je m'en saisis aussi via ma subjectivité aussi de rapport en tant que Anna face à la vache, et puis Katharina aussi.
aussi le fait que le titre, voilà, porte l'empreinte, en fait, d'un mot roumain derrière, c'est aussi assez parlant. Donc derrière, voilà. Mais je dirais que je pense peut-être on refait un entretien dans, dans 40 ans. Et je On va discutais essayer d'en récemment faire avec un un chorégraphe. avant quand même, un autre avant. Mais non, mais je dis ça parce que j'ai récemment dansé auprès d'un chorégraphe, Daniel Larieux, qui lui, voilà, est 40 ans de carrière. Et il me disait, je crois que j'ai enfin compris ce que j'essaye de faire. Voilà, il a. Et c'est intéressant de se rendre compte aussi, peut-être a posteriori, de la démarche qu'on a, même si on semble la discerner, mais on n'est pas tout à fait sûr. Tout à fait. Ben, écoutez, Anna Achillescu, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce soir au micro du soir. J'ai été ravi de faire votre connaissance personnellement en juillet, aux côtés de Julien Giapponi-Lucchesi, le directeur de l'Institut français, qui a permis cette résidence. Donc, nous vous souhaitons que du bon pour ce projet, et nous espérons à Bucarest, en Roumanie, que vous viendrez également le présenter. Kata. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur la page rfi.ro et la page Facebook de RFI Roumanie. Weekend Placut. Au revoir.